Je retrouve Jacques Millard dans le bureau de sa superbe mairie de Maisons-Laffitte, l'une des communes les plus chics d'Île-de-France. Libre, sérénissime, indépendante, la principauté de Maisons-Laffitte. Et en fait, je voulais l'interviewer parce qu'il a fait une de ses lettres circulaires sur les grands décrochages diplomatiques de la France, et je voulais qu'il nous en parle de vive voix, parce que je pense que trop peu de Français mesurent la réalité de ce qui est en train de se passer sur la scène internationale pour la France. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jacques, toi qui es un spécialiste de ces questions diplomatiques? Alors, bien sûr, je fus dans une vie antérieure diplomate. Mon ministre disait, Millard, vous êtes un diplomate inquiétant, parce que j'avais jamais pour habitude de céder, et il fallait tenir les positions, ce que j'ai fait à de multiples reprises. Mais j'ai eu cette chance de servir notamment à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, avec un très grand directeur, Marc Guillaume, qui fut par la suite président de la Cour internationale de justice, et au passage, qui est le père de Marc Guillaume, préfet de région de l'Île-de-France. Ancien secrétaire général du gouvernement. Du gouvernement. Et donc, effectivement, j'ai traité des dossiers à la direction des affaires juridiques où j'ai appris le sens de l'État et la capacité de la France à intervenir dans le vaste monde. Or, aujourd'hui, il faut bien constater, malheureusement, que la France décroche. Et elle décroche essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'homme qui est le locataire de l'Élysée est totalement décalé sur le plan personnel de ce qu'est un chef d'État. Et je traiterai ensuite, il est décalé sur un autre plan, c'est sur l'analyse géostratégique du monde dans lequel on vit. Première, je citerai la Constitution. Au terme de l'article 15 de notre Constitution, le président de la République est le chef des armées. Donc il a un pouvoir très important d'engagement de nos forces. Or, beaucoup disent actuellement sur les réseaux, malheur au pays dont le chef est un enfant. Et donc il faut analyser la situation de la décrépitude de la diplomatie française et de la place de la France dans le monde, d'abord au regard, je dirais, du caractère même du chef de l'État, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu une fois, notamment lors d'un discours aux Nations Unies, où il a parlé beaucoup plus qu'il était autorisé à le faire, mais bon, aux Nations Unies, les chefs d'État ont pour habitude de déborder légèrement, mais surtout, cela s'est passé il y a 2-3 ans, à la fin de son discours, il est parti en vrille, c'est-à-dire il était hystérique, et ça se voit. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas capable de se maîtriser et qui déborde, indépendamment du fait qu'on l'a vu par ailleurs, notamment en Afrique, boire une bière à Kinshasa et se frottant aux indigènes, donnant une image assez extraordinaire d'indignité à l'ensemble de la planète. Donc il faut savoir que cet homme, à mon sens, n'a aucune des qualités d'un chef d'État pour gouverner la France. Mais il est élu. Voilà, c'est comme ça. Et je crois qu'effectivement, un chef d'État doit prendre du recul. Or, Emmanuel Macron est un bavard. Il se répand en formules parfois laconiques, incendiaires. Il a très souvent, je dirais, insulté, notamment en Afrique, des Africains. Vous avez qu'à reprendre les chefs d'État. Allez voir les florilèges. C'était, je crois, au Congo. Et quand il dit, ah ben oui, il sort parce qu'il va réparer la climatisation. Tout ça donne une image absolument déplorable de ses qualités régaliennes. Un chef d'État doit d'abord avoir du recul. Un chef d'État ne doit pas intervenir à longueur de temps. Un chef d'État doit garder la dignité. Et puis surtout,
On a vu, alors ça c'est le summum, lorsque en Algérie, à plusieurs reprises, il a accusé la France d'avoir commis un crime contre l'humanité lors de la colonisation. Comme j'ai dit un jour à Védrine, moi je vais demander une commission d'enquête pour savoir qui est-ce qui a crucifié le Christ. Hein? Donc c'est pas sérieux. C'est un chef d'État qui en réalité n'a aucune qualité humaine, régalienne pour diriger le pays. Mais il est là. Et il a été réélu. Et il a été réélu pour des raisons qui sont évidentes, à savoir il n'a pas été élu lui, il a été réélu contre. Nous le savons tous et nous avons vu le débat télévisé, je n'y reviendrai pas. Enfin, excuse-moi, je te coupe Jacques, mais il bénéficie quand même du soutien d'un noyau dur de 20 à 25% de classes socio-professionnelles supérieures des grandes villes. Alors, aujourd'hui... Soutien fanatique. Oui, attendez. Aujourd'hui, il a un soutien, mais je crois que ce soutien est en train de dépérir, et je pense que de toute façon, celles et ceux qui se sont réclamés de lui et qui ont été élus par le concours de circonstances, c'est-à-dire parce qu'ils étaient dans un vainqueur présidentiel, à mon avis, vont le payer très cher la prochaine fois, et pour ce qui me concerne, j'y veillerai et j'agirai pour que tous les Macronis disparaissent de la scène politique. Ça, je peux vous dire que je n'abandonne pas ce combat. Et puis, il y a une deuxième raison, qui est celle, je dirais, de son idéologie. Parce que ce monsieur, cet enfant qui nous gouverne, immature, il a des idées bien arrêtées, et c'est son idéologie propre, notamment son euro-béatitude. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que il pense que la France c'est terminé et qu'en conséquence il faut jouer la carte européenne. Il a fait plusieurs discours qui sont des summums d'idéologie et qui sont, je dirais, totalement décalés par rapport à la réalité du monde. Réalité européenne, parce que lorsqu'il, je dirais, s'entiche à l'excès du couple franco-allemand, il fait rire toute l'Allemagne, parce que le couple franco-allemand n'existe pas. Il n'y a d'ailleurs que du côté français qu'on utilise ce concept. Du côté allemand, ce n'est pas là. Or, les Allemands, ces dernières années, n'ont eu de cesse de vouloir casser EDF, ils y sont arrivés, de jouer la carte anti-française du nucléaire, et bien évidemment, à chaque fois qu'ils ont des choix à faire, on l'a vu notamment en matière d'armement, avec le plan de 100 milliards voté par le Parlement allemand, ils achètent américains. Donc il faut arrêter de rêvasser, je dirais, au couple franco-allemand. Les derniers éléments, ça a été avec ce char franco-allemand qui a du plomb dans l'aile, ou dans les chenilles, si on peut parler comme ça, dans la tourelle, parce que, à l'évidence, les industriels allemands sont en train de jouer une autre carte que celle d'une coopération militaire franco-allemande. À telle enseigne d'ailleurs que je sais de sources très sûres que les industriels français, en matière notamment aéronautique, ont tiré la sonnette d'alarme et ont fait une démarche auprès du chef de l'État en disant « ouvrez les yeux hein, », parce que les Allemands ne sont pas, de ce côté-là, des partenaires fiables. J'avais d'ailleurs 17 ans lorsque je travaillais en Allemagne, et un ami allemand, je travaillais notamment dans une entreprise de jardinerie, et il y avait un vieil Allemand, Karl Hitzfeld, je le vois encore, et qui m'a dit en allemand, je vais le citer en allemand et je le traduirai, « Jacques, du sollst dich erinnern, Jacques, tu dois te souvenir, das deutsche Volk ist wie das Aprilwetter, le peuple allemand est comme le temps d'avril, c'est-à-dire qu'il est changeant. » Eh bien, il ne faut pas s'en étonner. Or, les Allemands, on l'a vu, on oublie un peu trop souvent que l'actuel chancelier, qui a été le vice-chancelier de Merkel, a mouché littéralement Macron à Aix-la-Chapelle, lorsque Macron dit aux Allemands « il faut, je dirais, cesser d'avoir des tabous », qu'à cela ne tienne, lui a répondu le vice-chancelier Olaf Scholz, actuel chancelier, « laisse-nous alors ton siège permanent au Conseil de sécurité au profit de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Allemagne. »
Donc quand vous avez des amis comme ça, je peux vous dire que c'est pas la peine de vous choisir des ennemis. Bon, donc il est évident que le couple franco-allemand, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on va rentrer en guerre avec l'Allemagne, c'est pas du tout ça. Mais il faut appeler un chat et ne pas se tromper sur cette capacité. Et on pourrait démultiplier les problèmes, notamment avec l'Union européenne. Et puis, on l'a vu récemment, après avoir dit que l'OTAN était en mort cérébrale, c'est vrai qu'avec, je dirais, l'agression russe contre l'Ukraine, elle a repris bien sûr du poids de la bête, mais au lieu de garder une certaine distance compte tenu de ce qu'est l'enjeu européen, à savoir que tôt ou tard, de toute façon, la Russie sera là et qu'il va falloir trouver un accord avec la Russie, on voit notre Macron, je dirais, en mettre encore davantage et aller à, je dirais, en soutien notamment de l'Ukraine, dont on sait très bien que tôt ou tard les Américains vont l'abandonner. Il y a trop d'indices aujourd'hui. Donc c'est une politique très hasardeuse qu'il mène en Europe et qui est contraire à nos intérêts, car il ne s'agit pas d'aller embrasser Poutine sur la bouche, mais il s'agit de bien comprendre qu'une politique géostratégique et le devenir de l'Europe, c'est du long terme, et qu'il ne s'agit pas d'aller faire sauter Nord Stream 2 comme le font les Américains pour que véritablement on puisse aboutir à une action de long terme avec la Russie qui sera là. Ce qui ne signifie pas, bien évidemment par ailleurs, qu'il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Je ne savais pas que ces gens-là haïssaient autant l'Union européenne. Pour faire entrer l'Ukraine, c'est le meilleur moyen de foutre l'Union européenne en l'air. C'est évident, je ne parle même pas de l'OTAN, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement risqué. Et dans le même temps, vous avez notre Macron, qui en Afrique a joué les matadors à l'égard de la junte militaire du Niger, et puis qui se couche, et maintenant rapatrie nos troupes, etc., et prend une politique où il les a laissé faire. Alors que nous avions les moyens, lorsque le Burkina Faso est tombé de l'autre côté, lorsque le Mali est tombé de l'autre côté, d'y mettre de l'ordre. Alors on nous aurait accusé de France-Afrique, d'intervenir. Et alors, les Russes n'interviennent pas, les Américains n'interviennent pas, lorsque les intérêts sont contraires aux leurs. Et donc là, il a laissé faire, ce qui est une faute. Il n'a pas agi au moment opportun où nous aurions pu casser, je dirais, cette dérive, et ensuite retrouver des bases normales. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour intervenir? Immédiatement, c'est-à-dire chasser ces quelques militaires aux ordres de Moscou, car il ne faut pas oublier, et ça a été une faute de toute la coopération française, c'est que nous avons totalement laissé tomber l'Afrique sur la coopération militaire. J'en veux pour preuve que le ministre de la Défense l'a dit et qu'il s'en mord les doigts. Je l'avais dénoncé il y a très longtemps. Car la coopération militaire en Afrique, c'est très simple. Quel est en Afrique partout le service public régalien? C'est l'armée. Parce que malheureusement, ce sont des États dans lesquels la seule structure régalienne, ce sont les armées. Donc il fallait investir dans cette coopération militaire, chose que nous n'avons pas fait, tout simplement pour des raisons en disant l'Afrique, on s'en fout, c'est fini. Eh bien la preuve, c'est que maintenant l'Afrique revient en boomerang et que nous allons le subir, alors que c'est une explosion démographique de l'Afrique. Faut jamais l'oublier. 250 millions d'hommes en 250. L'Égypte avait 22 millions d'hommes. Aujourd'hui, elle en a 115, 120. Et que, bien évidemment, l'Afrique a 1,2 milliard et va en avoir 2,5 milliards dans 30 ans. Qui sont francophones. Très souvent. Pas seulement francophones. Ne faut pas s'illusionner là-dessus. Parce qu'il faut, bien évidemment, que la francophonie soit quelque chose de vivant. Mais quand je vois l'Algérie nous cracher à la figure en choisissant l'anglais comme s'ils pensaient que tous les gens qui aspirent à venir en France vont le faire avec l'anglais, c'est une bévue. Mais ce qui est certain, c'est que jamais nous aurions dû notamment donner à l'Algérie, je dirais, ses verges pour se faire battre, lorsque Macron dit, bien évidemment, que la France a commis un crime contre l'humanité et que ensuite on met en place
un rapport qui est sur les 9/10, la faute de la France, si aujourd'hui l'Algérie est dans, je dirais, une impasse démographique, économique et politique. Le fameux rapport Stora. Le rapport Stora, qui est un summum d'indécence. Je l'ai lu de A à Z, tout comme le rapport d'ailleurs sur le Rwanda, c'est-à-dire battre sa coupe de cette manière, mais c'est d'une imbécilité totale. Que des rapports soient faits, mais que le gouvernement le reprend à son compte, comme Macron l'a fait dans les deux cas, au Rwanda et en Algérie, c'est une faute. Je dis bien une faute. Il faut laisser ça aux historiens. La France a eu beaucoup de difficultés en Algérie. Moi-même, j'ai été en poste en Algérie en 1973-74, et je sais très bien qu'il y a eu une guerre qui était une guerre forte, et dans laquelle il y a eu des morts de part et d'autre. Mais de là à se battre la coupe en permanence, c'est une faute, et c'est surtout ne pas rendre service aux jeunes générations algériennes, voire au Rwanda, qui de toute façon devront arriver à sortir leur pays. Or, aujourd'hui, la seule chose, notamment en Algérie, que ces jeunes générations veulent, c'est émigrer. Donc, le gouvernement algérien est responsable directement de l'impasse dans laquelle il s'est mis et que nous cautionnons par une politique imbécile. Alors, cela dit, parce qu'on pourrait y passer des heures d'ailleurs, mais le Maroc accuse la France de souffler sur les braises de la guerre ou du conflit, de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Et le Maroc reproche à la France de soutenir l'Algérie contre le Maroc ou d'attiser l'Algérie dans Ce n'est pas exact. son opposition. Mais ce qui est certain, c'est la question du Sahara occidental. Israël a joué un coup fabuleux en soutenant le Maroc sur cette affaire du Sahara occidental, et on a vu les Américains arriver. On sait très bien, comme le disait un jour Hubert de Védrine, une nouvelle fois, on voit qu'Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël. On en a l'exemple. Et donc, à ce moment-là, le Maroc a pris une politique assez intelligente à l'égard de ce couple que forment Israël et les États-Unis, et que bien évidemment, il a accueilli à bras ouverts la position de ces deux États sur le Sahara occidental, alors que les Algériens ne veulent pas en entendre parler. Et bien évidemment, c'est la guerre entre les deux. Cela étant, je crois que le roi il y a eu quand même quelques petites anicroches dans les relations franco-marocaines, avec notamment cette histoire d'écoute du téléphone de Macron. Le fameux logiciel Pegasus. Le fameux logiciel israélien que les Américains ont véhiculé et ont propagé également. Donc ça ne s'oublie pas toujours. Cela étant, bien sûr, je ne sais pas ce que racontait, bien sûr, ça n'a pas mis en péril la sécurité française, il ne faut pas exagérer, parce que c'est vrai que les ministres, les chefs d'État sont beaucoup trop bavards sur des téléphones non cryptés, mais je dirais, la capacité sécuritaire de la France est d'une autre dimension. Mais ce qui est clair, c'est que cela a, je dirais, donné un coup de gel aux relations franco-marocaines, et que peut-être le roi, à mon avis, en refusant l'aide, notamment lors de ce tremblement de terre, se met dans une position qui est peut-être difficile. On sait très bien que le roi était en France lorsque il y a eu le tremblement de terre, et que les relations franco-américaines dépassent le cadre interétatique, et elles sont des rapports, je dirais, humains. C'est pas oublier également que les troupes marocaines, les fameux Goumiers, ont eu, et les Tabors, ont libéré la France et ont, je dirais, libéré la France contre les nazis. Ça ne s'oublie pas. Je voudrais vous dire d'ailleurs qu'en Algérie, lorsque j'étais en poste au moment de la mort de Pompidou, j'étais chargé avec Isabelle Renoir, qui était conseiller politique, d'accueillir les Algériens qui venaient signer le livre de condoléances pour Georges Pompidou. C'était avril 1974. Et à un moment, il y a un homme qui s'est présenté à moi avec un béret basse, qui m'a salué militairement et qui m'a dit
avril 74, ancien combattant de l'armée française. Donc ça veut dire qu'il y avait des relations, j'ai été ému, je ne vous cache pas, mais il y avait des relations extrêmement fortes, et ces relations, c'est pas, je dirais, l'actuel gouvernement algérien qui les cassera, ce n'est pas non plus le roi qui les cassera, elles sont des relations que nous avons avec un certain nombre d'Algériens et de Marocains en France, chez nous, mais il faut aussi que ces gouvernements acceptent que l'on maîtrise les flux migratoires et que, au besoin, s'il faut renvoyer des gens, il faut qu'ils les reprennent. On a les moyens de pression. Les Espagnols se sont bien débrouillés à ce titre, en mettant en place des accords bilatéraux de retour au pays pour des gens qui sont en situation irrégulière. Et je crois qu'il ne faut pas caler, parce que c'est dans notre intérêt, et c'est aussi dans l'intérêt. Et il faut ajouter quelque chose, auquel je tiens beaucoup dans les relations avec l'Afrique, c'est que l'Afrique est une bombe démographique, et que si ça continue comme ça sera Jean Raspail et le camp des saints, à savoir qu'il y aura des flux migratoires très importants, et on sera au bord de la guerre. Et donc il faut mettre en place une politique de maîtrise des flux migratoires, et il faut le faire rapidement, ne pas attendre que la catastrophe arrive. Donc on est à la veille en ce qui concerne l'Afrique. Il faut à la fois de la fermeté, mais il faut avoir l'intelligence de maîtriser cette bombe démographique qui va nous exploser à la figure. Concrètement, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il est encore temps de réparer la relation avec les pays africains, avec les pays de la France-Afrique, et comment on peut faire pour réparer ces relations dont on voit qu'elles sont aujourd'hui déchirées? Vous savez, je suis intimement convaincu que les pays africains vont tomber de haut avec les choix qu'ils viennent d'effectuer. On constate d'ailleurs qu'il y a déjà des forces djihadistes qui sont pas loin de Bamako, pas loin de Niamey, et donc ils vont s'en mordre les doigts. Est-ce qu'il faudra y retourner? Certainement pas dans les mêmes conditions. Mais nous devons prendre conscience et les amener à comprendre qu'ils ont fait une faute. Et au besoin, changer cette bande de juntes qui représentent rien et qui sont des généraux qui ont été, je dirais, poussés par Moscou en partie, parce qu'ils sont allés prendre des ordres à Moscou. Et donc, de ce côté-là, ils vont déchanter. À nous d'être présents avec une politique beaucoup plus intelligente, avec une coopération militaire sur laquelle on va reformer des gens, et qui ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui est indispensable, avec une politique de maîtrise des flux migratoires, avec une politique de maîtrise de l'explosion démographique. Et ça, c'est absolument urgent à mettre en place. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un repli. Nous devons réfléchir et mettre en œuvre une nouvelle politique efficace pour maîtriser cette dépendance de l'Afrique à des forces comme les Chinois, comme les Russes, qui sont bien loin de leur intérêt. Et ils vont s'en apercevoir. Vous savez, ils ont confondu vitesse et précipitation. Donc, de toute façon, ils devront reconnaître qu'ils se sont trompés. Ce sont d'ailleurs leurs populations qui risquent un jour de les attraper et de les foutre dehors. Je pense que c'est ça qui va se passer. Mais le point central, c'est la maîtrise de la démographie. Et ça, c'est très important. Regardez les femmes au Niger, 7,1 enfants par femme. C'est la fécondité. Aujourd'hui, il y avait 400 millions, il y en a une vingtaine. Si ça continue, ça ne va pas durer. Donc, c'est ça qu'il faut agir, et il faut mettre en place des programmes, notamment en s'adressant aux femmes, pour maîtriser ça. Et il faut le faire vite. Et il y a d'ailleurs... Mais ça veut dire des plans de contraception? C'est des plans de contraception, c'est des actions en faveur des femmes, c'est, une capacité à lutter contre cette surpopulation, et c'est jouable. Et ne pas... Vous savez, les gauchistes économistes, ils vous disaient, mais de toute façon,
La croissance démographique cessera lorsque le niveau de vie augmentera. La belle affaire. Le train est lancé et c'est pas dans 3-4 générations qu'il faut agir, c'est maintenant. Et ça, certains Africains le savent. Certains Africains pensent que c'est le gros problème qu'ils ont à faire, mais malheureusement, des États qui étaient en transition démographique comme la Tunisie, l'Algérie n'y sont plus. La Tunisie, ça repart à la hausse, alors que fut un temps, elle avait maîtrisé sa croissance démographique, et que si ces États ne le font pas, eh bien, nous allons avoir des affrontements qui vont venir. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il faut être donc ferme. Il ne s'agit pas de donner des verges pour se faire battre comme l'a fait Macron, mais il s'agit de regarder la réalité du monde en face. C'est notre défi majeur. Ce n'est pas la Russie qui est le problème aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et il faut arrêter de montrer du doigt à longueur de temps l'Afrique dont les Américains veulent la casser, dont acte, avec un mouvement néoconservateur aux États-Unis, mais on voit très bien, et ça date d'hier, que déjà le budget américain a exclu, pour éviter le shutdown, une aide pour l'Ukraine. Donc, c'est pas le problème, l'Ukraine. C'est pas le problème, la Russie. Mais l'Afrique est le défi majeur aujourd'hui pour la France. J'ajouterai une chose, et c'est transversal. C'est la faute qu'a faite Macron de casser le corps diplomatique français. C'est absolument incroyable. Tellement imbu d'utopie européenne qu'il a décidé, alors même que tous les États en Europe ont des corps diplomatiques comme le nôtre, qui étaient des gens qui faisaient vocation de servir la diplomatie, ça ne s'apprend pas en 6 mois. C'est une école d'expérience. Et c'est une école qui dure. Vous devenez pas diplomate parce que vous êtes nommé au ministère des Affaires étrangères. Vous devenez diplomate lorsque vous avez fait vos classes et que vous avez, je dirais, expérimenté les relations avec les États étrangers. Moi-même, je me suis heurté notamment à Berlin aux soviétiques, mais parce que j'ai résisté physiquement. Ça s'est passé dans un incident chez l'attaché militaire tchécoslovaque avec le consul général dans les secteurs occidentaux, Bykov, qui était le soviétique de service. Et ça s'apprend. Ça ne se fait pas, comme veut Macron, d'avoir un corps multiple et varié, où vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de la sécurité sociale à Saint-Flour et qui, le lendemain matin, va être nommé à Moscou. Non. Casser le corps diplomatique, c'est une faute sur laquelle il faudra que l'on revienne et sur laquelle je ne le pardonnerai jamais à Macron. Macron, au regard de la politique française d'une manière générale et de la défense de nos intérêts dans le monde, il mérite, je dirais, un procès et il l'aura tôt ou tard. Merci Jacques, et puis à bientôt. Comme tu dis.